À l'aube d'un lundi, dans une petite maison faite de tôles et de murs usés au cœur de Colobane, naquit Malik, le troisième enfant d'une famille de 6. Son père, Ibrahima, était un tailleur populaire dans le quartier, droit, respecté et fidèle à ses valeurs. Sa mère, Hawa, vendait des beignets le matin et des bouillies le soir au bord de la route, près de la gare routière. Ensemble, malgré leurs faibles revenus, ils formaient un foyer stable et chaleureux, croyant fermement que l'éducation pouvait aider leurs enfants à s'élever au-dessus des défis du quartier. Dès son jeune âge, Malik montre une intelligence inhabituelle. Il avait des yeux brillants, toujours en train d'observer le monde, et une curiosité qui dépassait son âge. À l'école primaire de Colobane, ses enseignants parlaient de lui comme d'un élève prometteur, intelligent et rapide à apprendre. Mais très tôt, une tension invisible s'installe entre deux mondes, celui que ses parents désiraient pour lui et celui qui l'attirait, à l'extérieur, dans la rue. La rue de Colobane, bruyante, en désordre et pleine de vie, offre un spectacle constant. Marchands ambulants, vendeurs de vêtements d'occasion, mécaniciens, voleurs, cireurs, tout un spectacle en plein air. Malik y traînait souvent après l'école. Il rend de petits services, aide à porter des sacs, observe les échanges, apprend les règles. À seulement 10 ans, il avait déjà compris que dans la rue, c'est l'ingéniosité qui compte. La première fois qu'il vola, ce fut presque par accident, un téléphone oublié sur une table. Il le prend, courut et alla le vendre à un revendeur près de Rebeuss. Avec l'argent, il s'achète des paniers. Ce geste, banal pour certains, marque pour lui un tournant. Il ressent de la peur, oui, mais aussi une forme de pouvoir, une liberté qu'il n'avait jamais connue à la maison ou à l'école. À partir de ce jour, il ne retourne plus en arrière. Son monde bascula dans une logique de survie, de ruse, d'agilité. Il devenait un enfant de la rue, tout en rentrant parfois le soir chez lui, avec des histoires inventées pour expliquer ses absences. Hawa, sa mère, le suppliait de revenir sur le droit chemin. Elle priait, le grondait, pleurait parfois à genoux, mais rien n'y changeait. Le goût de l'argent facile, du danger, et de la reconnaissance dans la rue, l'avait séduit. Son père, lassé et blessé, finit par ne plus lui parler. Le silence d'Ibrahima était plus douloureux que les coups. Mais Malik continuait, convaincu qu'un jour, avec de l'argent, il réparerait tout. À 13 ans, il avait presque quitté l'école. Il a passé ses journées entre Sandaga, Grand Dakar et Pikine. Il apprend à voler dans les marchés, à repérer les touristes au plateau, et à collaborer avec d'autres jeunes. Il rencontre Oumar, un garçon plus âgé, déjà habitué aux arnaques. Ensemble, ils formèrent un petit groupe, planifiant leur vol avec soin. Malik est devenu un expert en fuite. On l'appelait Malik le rapide, celui qu'aucun policier ne réussissait à attraper. Il gagnait de l'argent, portait de beaux vêtements, et offrait des petits cadeaux à ses amis du quartier. Il se bâtissait une réputation. Mais dans ce milieu, la loyauté est rare et la chute est rapide. Plusieurs fois, il échappa de justice à la prison. Une nuit à Pikine, il fut poursuivi par une patrouille après avoir volé une moto. Il se cache pendant des heures dans un garage abandonné. Tremblant, blessé au bras, il se jura d'arrêter. Mais le lendemain, il était de retour, comme si rien ne s'était passé. La peur devenait une addiction. Les années passèrent. À 16 ans, il avait définitivement quitté la maison. Il vivait entre les maisons abandonnées de Grand Dakar et les rues poussiéreuses de Pikine. Là-bas, les choses prenaient une autre dimension. Ce n'était plus de simples vols, on parlait maintenant de braquage de taxis, de détournement de marchandises, et parfois d'armes. Il ne recule pas. Je voulais plus. Il voulait devenir un « boss ». Il rêvait de motos, de chaînes en or, et de maisons à la cité mixta. À 18 ans, Malik se sentait invincible. Il avait l'arrogance de ceux qui ont survécu trop longtemps. Il parlait rapidement, portait des lunettes de soleil même la nuit, et changeait de téléphone tous les mois. Des filles l'entouraient, des jeunes le suivaient, et des plus petits le prenaient comme exemple. Il était devenu ce que sa mère craignait le plus, un enfant perdu dans les illusions du pouvoir. Mais à mesure qu'il s'élève, les problèmes se rapprochent. Un coup mal préparé à Sandaga est devenu un drame. Un commerçant blessé, une vidéo qui circulait, un mandat de recherche. À Grand Yoff, un de ses amis fut tué lors d'un braquage. À Rebeuss, une autre passa 3 ans en prison et ne sort jamais indemne. Dakar devenait trop petit, trop dangereux. Les policiers connaissaient son visage. Les quartiers, autrefois refuges, se transformaient en pièges.
C'est à ce moment-là qu'il a décidé de partir. Oumar, son ancien partenaire, lui a parlé d'Abidjan, la ville de l'argent, des gros coups, où personne ne te connaît. Là-bas, disait-il, on pouvait recommencer. Recommencer une nouvelle vie, un nouveau nom, une nouvelle histoire. Malik n'a pas hésité longtemps. Il a vendu tout ce qu'il avait, a obtenu un faux passeport par un contact de Pikine, et, un matin, sans prévention personne, il a quitté Dakar. Il a laissé derrière lui une mère au cœur brisé, un père brisé par le silence, des frères et sœurs qui le cherchaient du regard dans les rues. Il n'a pas été écrit. Il n'est pas revenu. Il pensait que l'avenir l'attendait ailleurs, loin de ses erreurs, loin de la ville qui avait fait de lui un voleur. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'on ne peut pas fuir ce qu'on est. Et qu'un jour, le passé revient toujours. Il faisait nuit quand le car Ndiaga Ndiaye a passé la frontière entre le Sénégal et le Mali. Malik, caché dans son blouson, les yeux à peine ouverts, le cœur lourd mais plein d'espoir. Il laissait derrière lui Dakar, ses rues poussiéreuses, ses pièges, et ses souvenirs douloureux. Devant lui se trouvait la promesse d'un nouveau départ. Abidjan. Une ville qu'il n'avait jamais vue, mais qu'on lui avait décrit comme un paradis pour les bandits talentueux, les rusés, les maîtres de l'ombre. Il avait juste un faux passeport, quelques vêtements et un sac avec ses maigres économies économisées après des mois de vol. Mais il avait de la détermination, l'envie de réussir, et un goût pour le risque qui le rendait presque insensible à la peur. Quand il est enfin arrivé à Abidjan, après plusieurs jours de voyage, c'était comme entrer dans une version accélérée de Dakar. Des klaxons constants, des foules en mouvement, des marchés qui débordaient sur la route, et cette langue mélangée d'ivoirien et de français qui flottait dans l'air comme une mélodie inconnue. Il se sentit immédiatement chez lui. Il retrouva Oumar à Trecqueville, dans une petite chambre au-dessus d'un bar. Le sol en béton, les murs pleins de moisissures, mais l'odeur de réussite était présente. Oumar parlait déjà comme un chef. Il était habillé de nouvelles vêtements, avait une montre brillante et un téléphone moderne. Il avait des plans, des contacts, et surtout une connaissance, comment tromper les nouveaux riches d'Abidjan. Ils commencèrent lentement. Des petits coups dans les quartiers animés, Plateau, Koumassi, Yopougon. Vol de sacs à main, arnaque avec de faux transferts d'argent, manipulation de cartes SIM, cambriolage dans des maisons en construction. Malik apprit vite, comme d'habitude. Mais ici, la rue avait un autre visage. Plus moderne, mais aussi plus sévère. Les bandits portaient des chemises bien repassées, conduisaient des 4x4, et restaient invisibles. Il fallait être astucieux, discret et stratégique. Malik s'adapta. Rapidement, il gagna la confiance d'un groupe plus restreint et puissant. Un groupe spécialisé dans les cyberarnaques, les escroqueries en ligne, les faux profils qui piégeaient les Européens naïfs. Il ne comprenait pas tout au début, mais il observait, écoutait, et imitait. Il devint un autre homme. À 21 ans, il avait son propre appartement à Marcory. Petit mais propre. Il avait un scooter, 2 téléphones, et une liste de filles qu'il appelait jour et nuit. Parfois, il envoyait de l'argent à sa mère, sans jamais signer son nom. Elle se doutait de quelque chose, mais ne disait rien. Au fond, elle espérait encore qu'il change. Lui, il vivait chaque jour comme un roi. Bar chic, boîte de nuit, champagne bon marché, affaires nocturnes, contacts mystérieux. Il croyait enfin avoir réussi. Mais dans ce monde, rien ne dure. Les trahisons sont courantes, les arrestations brutales, et les pertes inévitables. Il vécut Oumar tombé dans un piège. Un faux client, une livraison, une fusillade. Oumar mourut sur le coup. Malik regarda la scène depuis le trottoir d'en face, figé. Il ne pleura pas. Il ne retourna pas dans son quartier. Il coupa tous les liens. Pendant des semaines, il disparut. Il rejoignit un autre réseau, plus discret et plus riche. Des hommes d'affaires malhonnêtes, des policiers corrompus, des expatriés louches. Il ne volait plus seulement, il dirigeait, il organisait, il blanchissait de l'argent sale en petites sommes. À 23 ans, il croyait avoir trouvé sa place dans le monde. Mais la fatigue commença à se faire sentir. L'adrénaline s'était transformée en anxiété constante. Il dormait mal. Il se réveillait au moindre bruit. Il soupçonnait tout le monde de l'observer. Il changeait de numéro tous les mois. Un soir, après une bagarre dans un bar, il se blessa au genou. Il ne consulta pas. Il laissa passer. Mais la douleur resta.
Ensuite, son pied gonflait. Il traînait la jambe. Il boitait. Il attribuait cela à la fatigue et à une mauvaise alimentation. Mais c'était plus sérieux. Un jour, en sortant d'un immeuble à Cocody, il s'effondra dans la rue. Des passants l'ont transporté d'urgence à l'hôpital. On lui diagnostiqua une grave infection due à une plaie mal soignée. Son pied était atteint, presque gangrené. Les médecins parlèrent d'amputation. Il refusa. Il hurla, frappa les murs, et pleura pour la première fois depuis des années. Il quitta l'hôpital contre l'avis médical. Mais la maladie progressait. En quelques mois, son état se détériora. Il perdit l'usage de sa jambe gauche, puis de la droite. Il ne pouvait plus marcher. Il n'était plus qu'une silhouette allongée sur un matelas posé à même le sol dans une ruelle de Trecqueville. Ceux qui l'avaient craint l'ignoraient. Ceux qui l'admiraient l'avaient remplacé. Le roi était tombé. Les appels cessèrent. Les filles disparurent. Les contacts ne répondaient plus. L'argent avait aussi disparu, englouti par les traitements, les faux remèdes et les taxis. C'est dans cette lente agonie qu'il pensa à Dakar. À Colobane. À sa mère. À son père. À ce petit garçon qu'il avait été, curieux et souriant, avec des rêves plein les poches. Il se rendit compte qu'il avait fui pour rien. Qu'il avait juste déplacé sa douleur d'un quartier à un autre, et d'un pays à un autre. Il n'avait jamais changé. Il avait juste couru plus vite que ses regrets. Quand un vieux Sénégalais, de passage, le reconnut dans la rue, il pleura. Il lui demanda de l'aide. Il voulait rentrer. Rentrer à Dakar. Revoir sa mère. Demander pardon. Il n'avait plus rien à perdre, sauf son âme. Le vieil homme n'aida à contacter une association. Après des semaines de démarches, il fut rapatrié, affaibli, méconnaissable. Il arriva à l'aéroport sur une chaise roulante, maigre, les pieds enveloppés de bandages humides. À son arrivée, personne ne l'attendait. Il fut pris en charge par un centre social qui l'installa temporairement dans un foyer à Grand Yoff. De là, il envoya un message à sa mère. 3 mots seulement, c'est moi, Malik. Elle vint. Quand elle entra dans la pièce, il lui fallut quelques secondes pour le reconnaître. Il faisait nuit quand le car Ndiaga Ndiaye a passé la frontière entre le Sénégal et le Mali. Malik, caché dans son blouson, les yeux à peine ouverts, le cœur lourd mais plein d'espoir. Il laissait derrière lui Dakar, ses rues poussiéreuses, ses pièges, et ses souvenirs douloureux. Devant lui se trouvait la promesse d'un nouveau départ. Abidjan. Une ville qu'il n'avait jamais vue, mais qu'on lui avait décrit comme un paradis pour les bandits talentueux, les rusés, les maîtres de l'ombre. Il avait juste un faux passeport, quelques vêtements et un sac avec ses maigres économies économisées après des mois de vol. Mais il avait de la détermination, l'envie de réussir, et un goût pour le risque qui le rendait presque insensible à la peur. Quand il est enfin arrivé à Abidjan, après plusieurs jours de voyage, c'était comme entrer dans une version accélérée de Dakar. Des klaxons constants, des foules en mouvement, des marchés qui débordaient sur la route, et cette langue mélangée d'ivoirien et de français qui flottait dans l'air comme une mélodie inconnue. Il se sentit immédiatement chez lui. Il retrouva Oumar à Trecqueville, dans une petite chambre au-dessus d'un bar. Le sol en béton, les murs pleins de moisissures, mais l'odeur de réussite était présente. Oumar parlait déjà comme un chef. Il était habillé de nouvelles vêtements, avait une montre brillante et un téléphone moderne. Il avait des plans, des contacts, et surtout une connaissance, comment tromper les nouveaux riches d'Abidjan. Ils commencèrent lentement. Des petits coups dans les quartiers animés, Plateau, Koumassi, Yopougon. Vol de sac à main, arnaque avec de faux transferts d'argent, manipulation de cartes SIM, cambriolage dans des maisons en construction. Malik apprit vite, comme d'habitude. Mais ici, la rue avait un autre visage. Plus moderne, mais aussi plus sévère. Les bandits portaient des chemises bien repassées, conduisaient des 4x4, et restaient invisibles. Il fallait être astucieux, discret et stratégique. Malik s'adapta. Rapidement, il gagna la confiance d'un groupe plus restreint et puissant. Un groupe spécialisé dans les cyberarnaques, les escroqueries en ligne, les faux profils qui piégeaient les Européens naïfs. Il ne comprenait pas tout au début, mais il observait, écoutait, et imitait. Il devint un autre homme. À 21 ans, il avait son propre appartement à Marcory. Petit mais propre. Il avait un scooter, 2 téléphones, et une liste de filles qu'il appelait jour et nuit.
Parfois, il envoyait de l'argent à sa mère, sans jamais signer son nom. Elle se doutait de quelque chose, mais ne disait rien. Au fond, elle espérait encore qu'il change. Lui, il vivait chaque jour comme un roi. Bar chic, boîte de nuit, champagne bon marché, affaires nocturnes, contacts mystérieux. Il croyait enfin avoir réussi. Mais dans ce monde, rien ne dure. Les trahisons sont courantes, les arrestations brutales, et les pertes inévitables. Il vécut Oumar tombé dans un piège. Un faux client, une livraison, une fusillade. Oumar mourut sur le coup. Malik regarda la scène depuis le trottoir d'en face, figé. Il ne pleura pas. Il ne retourna pas dans son quartier. Il coupa tous les liens. Pendant des semaines, il disparut. Il rejoignit un autre réseau, plus discret et plus riche. Des hommes d'affaires malhonnêtes, des policiers corrompus, des expatriés louches. Il ne volait plus seulement, il dirigeait, il organisait, il blanchissait de l'argent sale en petites sommes. À 23 ans, il croyait avoir trouvé sa place dans le monde. Mais la fatigue commença à se faire sentir. L'adrénaline s'était transformée en anxiété constante. Il dormait mal. Il se réveillait au moindre bruit. Il soupçonnait tout le monde de l'observer. Il changeait de numéro tous les mois. Un soir, après une bagarre dans un bar, il se blessa au genou. Il ne consulta pas. Il laissa passer. Mais la douleur resta. Ensuite, son pied gonflait. Il traînait la jambe. Il boitait. Il attribuait cela à la fatigue et à une mauvaise alimentation. Mais c'était plus sérieux. Un jour, en sortant d'un immeuble à Cocody, il s'effondra dans la rue. Des passants l'ont transporté d'urgence à l'hôpital. On lui diagnostiqua une grave infection due à une plaie mal soignée. Son pied était atteint, presque gangrené. Les médecins parlèrent d'amputation. Il refusa. Il hurla, frappa les murs, et pleura pour la première fois depuis des années. Il quitta l'hôpital contre l'avis médical. Mais la maladie progressait. En quelques mois, son état se détériora. Il perdit l'usage de sa jambe gauche, puis de la droite. Il ne pouvait plus marcher. Il n'était plus qu'une silhouette allongée sur un matelas posé à même le sol dans une ruelle de Trecqueville. Ceux qui l'avaient craint l'ignoraient. Ceux qui l'admiraient l'avaient remplacé. Le roi était tombé. Les appels cessèrent. Les filles disparurent. Les contacts ne répondaient plus. L'argent avait aussi disparu, englouti par les traitements, les faux remèdes et les taxis. C'est dans cette lente agonie qu'il pensa à Dakar. À Colobane. À sa mère. À son père. À ce petit garçon qu'il avait été, curieux et souriant, avec des rêves plein les poches. Il se rendit compte qu'il avait fui pour rien. Qu'il avait juste déplacé sa douleur d'un quartier à un autre, et d'un pays à un autre. Il n'avait jamais changé. Il avait juste couru plus vite que ses regrets. Quand un vieux Sénégalais, de passage, le reconnut dans la rue, il pleura. Il lui demanda de l'aide. Il voulait rentrer. Rentrer à Dakar. Revoir sa mère. Demander pardon. Il n'avait plus rien à perdre, sauf son âme. Le vieil homme l'aida à contacter une association. Après des semaines de démarches, il fut rapatrié, affaibli, méconnaissable. Il arriva à l'aéroport sur une chaise roulante, maigre, les pieds enveloppés de bandages humides. À son arrivée, personne ne l'attendait. Il fut pris en charge par un centre social qui l'installa temporairement dans un foyer à Grand Yoff. De là, il envoya un message à sa mère. 3 mots seulement, c'est moi, Malik. Elle vint. Quand elle entra dans la pièce, il lui fallut quelques sécos reconnaître.